Bonsoir. La très bonne nouvelle au Mali aujourd'hui, c'est que le Mali dispose d'une usine d'assemblage et de réparation des tablettes. Comme vous le constatez, nous sommes dans cette usine pour vous parler aujourd'hui et comment se passe le processus de montage et de réparation des tablettes. Il en sera également question dans cette émission, ce qu'on appelle la retransmission à travers la bande passante entre l'ORTM et la SMTD. Nous allons également parler ce soir de ce qu'on appelle dans notre rubrique Startup Act le sac intelligent. C'est quoi le sac intelligent? Oui, il en sera question pour vous parler de ce qu'on appelle l'application de développement et de communication qui s'appelle Displis. Il est l'invité de cette émission, un jeune start-up, oui, qui a su développer cette application, mais comment cette application fonctionne. Vous verrez tout cela avec nos reporters cybernétiques au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Ce soir, nous sommes dans l'usine d'assemblage et de réparation des tablettes au Mali. Alors, comment se passe le processus d'assemblage au sein de cette usine-là? Notre reporter Awama Kamara est venu ici pour suivre comment se passe le processus de montage avec des techniciens dans cette usine. Et ce qu'il faut savoir, c'est des produits made in Mali, oui, mais avec également des ingénieurs maliens qui sont là pour le montage des tablettes. Alors, suivons ensemble du posage de nappes jusqu'au montage et de la batterie. Le Mali fait une entrée fulgurante dans le monde du numérique avec la fabrication de tablettes à travers l'entreprise Daniou Tala Electronics. Située entre les usines textiles dans la zone industrielle au quartier Nyarela de Bamako, cette entreprise locale a commencé la production de tablettes. D'accord, allez, venez à voir s'il vous plaît. L'usine nous ouvre donc ses portes pour constater de visu le travail titanesque abattu par l'équipe de production. Ici, nous assistons à l'assemblage d'une tablette. Voilà, donc ici tout de suite, le monsieur va commencer déjà à porter la nappe même, voilà, de la tablette. Voilà, vous allez voir déjà comment ça va se passer. C'est la nappe qui permet effectivement la connexion entre la caméra et la carte mère. Voilà. Voilà, donc là déjà vous voyez, ça en est déjà fini avec l'insertion de la nappe. Monsieur va juste porter déjà la carte mère même de l'appareil. Regardez aussi déjà comment ça se passe. Ici pour l'insertion de la carte mère, on n'aura besoin en fait que de deux vis pour bien fixer la carte mère. Voilà. Voilà, maintenant il va porter les deux vis. Voilà, il va juste essayer de l'insérer. D'abord le premier vis. Voilà. Et le second, voilà. Vous ne le savez peut-être pas, mais les tablettes à Daniou Tala Electronics contiennent énormément de matériaux différents. Du plastique, notamment pour certaines protections, du verre pour l'écran, des métaux et j'en passe. Il faut tout un processus pour mieux cerner ce qu'il faut utiliser ou pas. Donc maintenant, c'est fini avec ça. Maintenant, lui aussi, il va passer déjà la main. Ici, à l'opérateur qui est là. Déjà, lui, il est chargé afin de pouvoir insérer le quai. C'est ce qu'on appelle déjà l'augmentation du volume, la diminution du volume. Il va le bouton power aussi qui permet d'atteindre et puis de rallumer déjà la tablette, il va l'insérer. En plus de ça, il va mettre l'audio jack. L'audio jack, maintenant, c'est ce qui sert vraiment à mettre des écouteurs pour même la tablette. Voilà, regardez aussi comment ça se passe. Voilà. Maintenant, ça c'est l'insertion de ce qu'on appelle le quai. Place au capteur photo, vidéo, coque, logiciel.
La dame elle est chargée afin de pouvoir mettre déjà la caméra même de l'appareil. Vous pouvez aussi regarder déjà comment ça se passe. Voilà. Nous avons deux antennes, effectivement, sur notre tablette. Il y a l'antenne principale et l'antenne 4G. Donc tout d'abord, il va commencer à placer l'antenne 4G. Regardez aussi comment déjà ça se passe. Lui, il est chargé en fait de pouvoir fixer déjà la vibration même de l'appareil. Parce que vous allez voir qu'à la fin, l'appareil a la possibilité d'insérer une carte SIM. Sur notre tablette, nous avons en fait deux haut-parleurs. Il y a le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche, dont il va notamment aussi le souder. Le monsieur il est là, il va maintenant mettre la batterie même de l'appareil. Le fil qui est éparpillé d'à côté, il va notamment essayer de les rassembler. Ça c'est la partie technique qui va commencer maintenant. Et lui il va injecter maintenant, ça veut dire le logiciel même de l'appareil sur la tablette. Voilà, donc cela va prendre juste 2 à 3 minutes comme ça. Voilà pour l'injection. L'appareil est ensuite vérifié. Et lui, il sera là maintenant à vérifier différentes choses. Parce que là, il va vérifier d'abord l'apparence même déjà de la tablette. Ensuite, la partie écran même, c'est-à-dire d'ici jusque là. S'il n'y a pas de fissure, il va vérifier cela. En même temps, il va vérifier le stockage que nous avons dédié déjà à l'appareil. Le système Android notamment que nous avons eu à dédier à l'appareil. En même temps, le Wi-Fi, le Bluetooth. Chaque étape peut être plus ou moins complexe en fonction du résultat recherché, mais aussi plus ou moins secrète, surtout tout ce qui est électronique. L'entreprise emploie des centaines de personnes et produit également des centaines de tablettes par jour. Cette initiative d'abord, c'est Daniou Tala Électronique créée vraiment, c'est pour créer beaucoup d'emplois encore. Et puis essayer aussi d'aider le Mali à la digitalisation. Voilà, donc quand on parle de la digitalisation, il faut des outils, il faut des téléphones, il faut des tablettes, il faut des ordinateurs pour tout le monde. Aujourd'hui, Daniou Tala Électronique emploie 50 personnes, emplois directs, et une centaine d'emplois indirects. Mais à terme, d'ici 2025, nous comptons vraiment recruter jusqu'à 300 jeunes maliens, 100% qui vont travailler dans l'usine. En perspective, Daniou Tala entend rendre opérationnel d'autres usines à Bamako. La finalité est de fournir l'Afrique en tablettes, ordinateurs et téléphones portables. Et le promoteur peut se targuer d'être sur une belle lancée, car bénéficiant du soutien indéfectible des autorités maliennes. Dans la rubrique Startup Act, ce soir, nous allons parler de Kalan Yélé, c'est-à-dire la lumière dans le sac des apprenants. Oui, c'est l'œuvre d'une jeune start-up malienne qui a compris qu'il faut aller vers le solaire. Alors, Awa Sidibé s'est entretenu avec ce jeune malien. Il va nous parler de la fonctionnalité de ce sac solaire. Suivons ensemble. L'idée des sacs solaires est venue d'un besoin. Premièrement, c'est parti d'un camp de réfugiés dans la zone de Mopti. On a vu des tentes installées, mais il n'y avait pas d'électricité. La nuit, c'est tout un noir. Et puis les élèves, les enfants qui étaient là-bas, c'était dans le cadre d'une formation. Je participais j'étais allé pour une formation. Donc, lorsque je donnais cette formation-là, je me suis rendu compte que pendant la nuit, c'était totalement le noir en fait. Donc, on n'arrivait pas à travailler. Donc, on a passé plus de temps que possible. Donc, les camps de réfugiés, en zone rurale, c'est compliqué, il n'y a pas de lumière tout le temps. Et il faut aller à l'intérieur du pays pour le comprendre. Donc on s'est dit pourquoi pas trouver une astuce qui puisse permettre à ces jeunes des camps de réfugiés et en même temps à tous ces jeunes qui sont dans des zones rurales non électrifiées, comment les aider. Donc l'idée est venue comme ça. Donc on a essayé de travailler là-dessus et proposer cela. Un sac solaire Kalan Yélé, je ne sais pas comment ça le dit, Kalan Yélé, de la lumière dans les sacs des élèves. C'est un dispositif assez simple. C'est un sac à dos. Vous avez un panneau solaire.
Alors ce panneau solaire a 2 lampes LED. Vous pouvez avoir plus, ou 4 lampes LED, d'une autonomie de 4 heures de temps. Ça permet à l'enfant d'étudier toute la nuit, par exemple, de 19h jusqu'à 22h. Il peut étudier ses leçons. On a plusieurs types de standards de stack. Ça va du plus petit au plus grand. D'accord, par exemple, ici, sur ce modèle-là, comme vous pouvez le voir, c'est un sac à 3 compartiments. Donc il y a le premier compartiment où le panneau solaire est incorporé. Vous avez un deuxième compartiment où vous pouvez mettre les cahiers, les bics. Un troisième compartiment où, ça dépend des enfants, vous pouvez mettre un ordinateur ou un téléphone, des livres, des cahiers, tout ça, voilà, exactement. Donc, comme vous l'avez pu le remarquer aussi, il y a des fonctions qui permettent de recharger votre ordinateur à l'intérieur même. Vous êtes en service, ça peut aider aussi les chargés de mission, beaucoup de personnes, parce que c'est en un. Vous pouvez charger votre téléphone, vous pouvez charger votre ordinateur, vous avez droit à l'électricité pendant un certain nombre limité, donc c'est un peu ça. Bon, en principe, le chargement se fait lorsque normalement vous sortez. Dès que vous sortez à la lumière, ça se charge. C'est un panneau très simple qui accumule de l'énergie très vite, qui se charge très vite. Donc ça a été conçu pour que lorsque l'enfant le porte, en marchant pour aller à l'école, ça se charge. C'est aussi simple que ça. Donc il n'a pas besoin d'aller l'installer en plein soleil. C'est possible, mais le temps qu'il va faire de la maison pour l'école, l'aller-retour, c'est largement suffisant. Un enfant en zone rurale, on sait que c'est difficile. Mais il peut recharger le téléphone des personnes, moyennant un pécule, 25 francs, 100 francs, il peut recharger le téléphone et payer un bic, un cahier, etc. Donc c'est aussi une source de revenus pour ces enfants-là. Très bien, comme je le disais dans les titres, ce soir, nous allons parler que de la modernisation de l'administration. Astanso est allé au niveau de la Direction générale du commerce et de la concurrence pour s'imprégner véritablement de l'état d'avancement de la modernisation de l'administration. Oui, à ce niveau, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le guichet unique. C'est quoi le guichet unique et qu'est-ce qui peut être l'utilité de ce guichet unique et qu'est-ce que ça va changer comme donne au niveau de l'administration, mais également, surtout, le défi du commerce extérieur. Aujourd'hui, le commerce extérieur est un secteur très prometteur. Et qu'est-ce que le Mali veut faire et comment s'adapter du contexte d'aujourd'hui? Astanso, au cœur de ce dispositif, pour nous en parler. Coup d'essai, coup de maître. La Direction générale du commerce et de la concurrence, DGCC, se met au diapason de l'évolution numérique, cela à travers le guichet unique. Comme son nom l'indique, ce guichet se veut être un dispositif de la structure pour mieux orienter mais aussi informatiser la gestion des affaires du commerce extérieur. Le guichet unique peut être défini comme une facilité donnée aux parties impliquées de déposer en un point unique les documents et les informations normalisées pour accomplir les opérations du commerce extérieur. L'objectif du guichet, c'est pour la simplification des procédures, c'est pour la réduction des coûts et délais, c'est pour vraiment développer les activités commerciales. Avec un système intégré et interconnecté avec les partenaires et prestataires, le guichet unique est à la pointe de la technologie. En effet, la modernisation de l'administration fait son bonhomme de chemin avec le dit système. Ce système permet vraiment une sécurisation des documents. Donc, en dehors de tout ça, même ceux qui sont en train de travailler sur le système aujourd'hui, dès que tu te connectes, alors le système dit alors un tel s'est connecté à telle date. Il y a une traçabilité de toutes les opérations. Aujourd'hui, on est connecté à la douane, on échange les données électroniquement. On est connecté avec les impôts, on échange les données électroniquement. Alors donc, on vient d'ouvrir le système aux transitaires depuis leur bureau ou bien dans la salle banalisée. Avec le guichet unique, les différents acteurs, dont les assureurs, les impôts ou encore la douane, chacun dans le système interconnecté a une marge de manœuvre. Ainsi, le guichet unique souhaite répondre à un besoin de transparence dans la gestion des affaires. D'abord, la transparence, d'abord au niveau même des documents d'habilitation.
à opérer comme importateur ou exportateur. Pour pouvoir importer ou exporter, il y a la patente qu'il faut avoir. Alors donc, maintenant, quand la patente était manuelle, c'est qu'il n'y avait pas de vérification. Donc les fausses patentes, donc, ça doit normalement lutter contre ces fausses patentes-là. Il y a aussi des gens qui avaient des numéros, des faux numéros d'identification fiscale. Donc, à ce niveau, si vous venez pour une opération directement, le système communique avec les impôts. Est-ce que c'est contribuable là? Est-ce que ce contribuable est au niveau de la base de données des impôts? Si ça n'existe pas, donc ça veut dire qu'il n'est pas habilité. Donc ça a mis un frein vraiment à ces faux documents au niveau des impôts pour l'habilitation. Alors quand on va aussi au niveau de la douane, aujourd'hui avec le système, dès qu'un opérateur se présente avec une intention au niveau de la douane, alors donc pour la déclaration, le dédouanement, la douane directement interroge notre système. Est-ce que ce document existe bien dans votre système? Alors, si tel est le cas, ça laisse passer, c'est bon. Mais si ça n'existe pas, le système répond directement, ce document n'existe pas. Le guichet unique ou encore SIGOS, système intégré de gestion des opérations du commerce extérieur, se veut être un tremplin vers la numérisation du commerce extérieur. C'est pourquoi des travaux sont en voie de réalisation pour un paiement et une signature électronique du guichet unique. Aujourd'hui, c'est quoi la transformation digitale et comment on doit se comporter pour relever ce défi de la transformation digitale? Oui, qui parle de la modernisation, parle de la digitalisation, qu'il soit de la finance digitale, oui, qu'il soit d'autres domaines. Ce soir, Saloum Konaté est allé à la rencontre d'un spécialiste qui a aujourd'hui un cabinet d'expertise. Allons à la découverte de ce cabinet conseil. Dégager une nouvelle valeur commerciale grâce à la digitalisation est la spécialité du cabinet Digitalis. Le cabinet Digitalis s'est fixé comme objectif d'accompagner les services privés ou publics dans la mise en place de leur transition digitale. La transformation numérique, c'est un concept qui est assez important, qui est en fait uniquement qui illustre comment les entreprises, les institutions publiques intègrent, mettent en place des outils digitaux au sein de leur organisation. Aujourd'hui, on intervient sur vraiment plusieurs services. La première des choses, c'est qu'on est déjà en accompagnement des entreprises et des institutions publiques. Donc accompagnement, c'est-à-dire qu'on les aide à mettre en place leur transformation numérique, on réfléchit avec eux sur comment est-ce qu'elle peut se mettre en place au sein de leur organisation. Le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a défini en fait leur transformation numérique, les différents outils qu'on peut mettre en place au sein de leur structure, maintenant en fait on travaille avec eux sur l'implémentation de ces outils digitaux. Donc implémentation, ça veut dire coordination avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de manière à pouvoir les accompagner au mieux à prendre en main ces outils digitaux. Et puis le dernier élément sur lequel on intervient, c'est tout ce qui est formation en digitalisation. Donc on sait qu'aujourd'hui, le digital est quelque chose de très 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 important, qu'on n'a pas forcément toutes les compétences nécessaires au sein des organisations pour pouvoir y répondre. Dans un monde dominé par la science et la technologie, la transformation numérique permet d'accélérer la croissance d'une entreprise en lui permettant de fluidifier ses processus, d'accroître sa productivité selon la responsable Digitalis. On sait que c'est quelque chose qui est assez important pour les entreprises, notamment aujourd'hui, on sait que si une entreprise veut être performante, veut être compétitive, c'est vraiment important qu'elle puisse mettre en place des outils digitaux, qu'elle puisse se les approprier et puis surtout qu'elle puisse les mettre en œuvre au sein de son organisation. Et on sait qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué en Afrique parce qu'on n'a pas forcément les compétences, on n'a pas forcément les connaissances. On travaille beaucoup avec les restaurants pour mettre en place, par exemple, les menus dématérialisés. Donc plutôt que d'avoir des menus papier, maintenant on propose d'avoir uniquement un QR code qui, grâce à un iPhone, par exemple, nous permettent d'accéder au menu du restaurant. Donc ça, par exemple, c'est des innovations qui sont assez simples à mettre en place, qu'on commence justement à instaurer sur différents restaurants à Bamako. On travaille aussi pas mal avec les écoles, où on commence à leur proposer des solutions pour pouvoir gérer tout ce qui est inscription en ligne pour les étudiants, pour les candidats. Pour un audit
complet de vos outils afin de déterminer le meilleur plan de transformation digitale adapté à l'entreprise, le cabinet Digitalise est à la disposition des entreprises. Nous sommes au Burkina Faso, à Ouagadougou, à la faveur de la semaine du numérique. Le Mali est l'invité d'honneur de cette 18e édition. Alors, à la cérémonie d'ouverture, nous allons faire ce soir un focus sur la rencontre à Ouagadougou par rapport à l'écosystème numérique. C'est un évocateur qui aujourd'hui implique les pays du Sahel. Il s'agit tout simplement de parler et de voir comment trouver une solution à travers le numérique et de faire face aux défis sécuritaires. Suivons ensemble. Le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises. Ce thème évocateur dénote de l'engagement des États du Sahel à faire du numérique le miroir de l'innovation technologique. C'est là en vue de promouvoir le développement du numérique. Pour donc relever ces défis, les acteurs de l'écosystème numérique sont à Ouagadougou pour la 18e fois à la faveur de la semaine du numérique. Cet espace d'échange et de réflexion va servir de cadre pour poser les jalons de la souveraineté numérique. Ce thème a été choisi au regard du contexte de crise sécuritaire et humanitaire de notre pays. Et cette crise est également vécue par nos pays frères et amis du Mali et du Niger et qui forment avec nous l'Alliance des États du Sahel. Il était important pour nous de les avoir avec nous au cours de cette semaine-là pour pouvoir échanger sur cette thématique-là, pouvoir réfléchir avec tous les acteurs afin d'identifier les défis auxquels le numérique peut répondre pour juguler ces crises-là, réduire leurs impacts sur nos populations et aussi augmenter leur résilience. Donc c'est un pas vers la souveraineté numérique qui contribue à coup sûr à la souveraineté tout court de nos États. Et nos excellences, les chefs d'État des 3 pays l'ont compris et font du numérique aujourd'hui une priorité dans leur engagement pour déjà bouter hors de nos territoires le terrorisme, mais également propulser le développement socio-économique de nos pays. Aujourd'hui, nous partageons tout. Nous avons les mêmes difficultés, les mêmes adversaires, les mêmes ennemis, les mêmes défis et nous cherchons ensemble les mêmes solutions. Et nous pensons que le numérique aujourd'hui qui envahit tous les secteurs peut être utilisé pour résoudre une grande partie de nos problèmes actuels. Je pense que c'est en cela que notre sœur, la ministre du Burkina, nous a fait l'honneur de nous inviter avec les frères nigériens pour venir réfléchir, participer au débat avec nos collaborateurs et trouver des solutions idoines à l'ensemble de nos problèmes qui sont communs. Les 3 ministres de l'Iptako Gourmand vont à cette occasion réfléchir sur une politique globale du numérique qui servira de boussole à la transition digitale des 3 pays, voire du continent. Nous allons mettre sur place un petit comité en marge de cette semaine pour proposer à nos 3 chefs d'État, à nos 3 pays, des solutions idoines de collaboration et de coordination de nos actions et de nos infrastructures pour permettre à tous les secteurs de se développer très rapidement et de profiter du numérique, dont notamment la sécurité, la défense, la santé, les autres services porteurs, financiers et autres. Vraiment, je pense qu'on pourra trouver une solution très rapidement et ça sera peut-être le premier secteur qui puisse contribuer concrètement à la matérialisation de cette alliance. Le numérique comme levier d'inclusion et de résilience dans un contexte de guerre asymétrique dont les forces de défense de la zone des 3 frontières font face est apprécié à sa juste valeur par le ministre burkinabé de la Défense. Évidemment, le numérique, c'est ça. On est basé sur ça et ça permet de faire beaucoup de choses. On gagne surtout en temps et en délai. Aussi, que nous permettons d'avoir toujours des archives pour pouvoir montrer ce que nous faisons réellement. Nous savons que nous en sommes souvent victimes de diffamation ou d'effets dilatoires. Le numérique nous aidera à éclaircir ces situations très souvent. Cette alliance nous permet de baisser un peu les barrières que nous avons dans nos têtes là. Ça me fait plaisir de savoir qu'un soldat burkinabé peut traverser la frontière aller au Mali, faire ce qu'il peut pour aider les Maliens, pour lutter contre quelqu'un qui est contre nous trois, tout comme au Niger.
Les réflexions autour de ce thème devront permettre de sortir des propositions concrètes pour booster l'écosystème numérique dans les États du Sahel, afin de faire du numérique le fer de lance du combat contre le terrorisme. Cette cérémonie d'ouverture suivie d'une visite des stands, dont celui du pays hôte, le Mali, a permis aux participants de s'imprégner du savoir-faire africain en matière du numérique. Très bien, comme je le disais dans les titres, ce soir nous allons parler du Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN. Voilà, Bamako est depuis hier la capitale du numérique à travers cet événement sur le numérique. Pour parler justement du contenu de ce grand salon à Bamako, nous avons sur le plateau de l'émission cybernétique ce soir M. Ahmed Moulaye, membre de la commission d'organisation, mais également il est le président du groupement des organisations professionnelles du numérique GOPEN. Avec lui, ce soir, nous allons effectivement parler du contenu de ce salon-là. Également, il est là avec nous ce soir, Youssouf Sakali. Il est également membre de la commission d'organisation du SIDAN. Avec ces deux personnalités, nous allons parler de long à large. C'est quoi le SIDAN et pourquoi le SIDAN aujourd'hui au Mali et quels seront les avantages pour le pays et qu'est-ce que SIDAN vise pour faire en sorte que le Mali soit à l'heure du numérique. Alors, bonsoir, M. Moulaye. Bonsoir, M. Tamsir. Comment allez-vous? Bien, Dieu merci. Alors, M. Sagali, bonsoir. Bonsoir. Le Mali était à l'honneur à Ouagadougou dans le cadre de la semaine du numérique. Et certes, le secteur privé était absent, mais ils étaient présents également parce que le ministre de l'économie numérique était présent avec les structures de l'État. Alors, vous, en tant que professionnels de l'industrie du numérique, le Mali était à l'honneur, on a montré nos savoir-faire au Burkinabé, ils étaient convaincus, vous l'avez constaté dans cette émission. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message pour un tel honneur pour le Mali? Déjà, c'est de remercier le pays frère du Burkina d'avoir invité le Mali et d'avoir donné cet honneur au Mali. Et je pense que, comme M. Sakali l'a si bien dit, le SIDAN, ce n'est pas la première édition. Ça ne va pas s'arrêter à là. Lors des prochaines éditions, on compte aussi retourner cet honneur aux autres pays qui nous ont donné l'honneur et les inviter aussi à venir nous montrer leur savoir-faire à travers et pourquoi pas signer des partenariats entre nos pays et nos entreprises privées, ce qui va permettre de créer vraiment un environnement fécond autour de l'Afrique de l'Ouest. Autour de l'Afrique, il a dit, aujourd'hui la nouvelle donne s'appelle l'AES, l'Alliance des États d'Israël. Ils se sont donné la main. Je crois que le numérique va être le premier pas d'ailleurs dans cette alliance-là. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur de SIDAN, vous êtes optimiste quant à cette alliance-là? Est-ce que le numérique va gagner son pari? En tout cas, nous sommes demandeurs. Nous souhaitons ardemment cette collaboration entre ces trois pays frères qui, de toute façon, ont tellement de biens et d'histoires en commun qu'il ne saurait en être autrement. Et si on peut commencer par le numérique pour nous autres secteurs, nous autres professionnels du secteur, ben c'est un bonus sur lequel vraiment on ne va pas économiser notre joie. On serait content que ça démarre avec le numérique, cette collaboration. Alors ce soir, comme je le disais, nous allons parler de SIDAN, voilà, le Salon international du développement accéléré du numérique. Je vais commencer par M. Ahmed Moulaye. Alors, c'est quoi le Salon international du développement accéléré du numérique? Merci M. Tamsir. Le Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN est une initiative du secteur privé et de l'État. Il est co-organisé par trois fêtières. Le CNPM, le ministère de l'économie numérique et le GOPEN, qui est le groupement des organisations professionnelles du numérique. Il a pour objectif de promouvoir le secteur, promouvoir le numérique. Et comme vous l'avez vu hier, lors de l'ouverture, il y avait des panels de haut niveau avec des grandes personnalités. Et à la sortie de ce salon, on espère avoir beaucoup de recommandations fortes et mieux promouvoir notre secteur. Très bien, nous avons constaté que ce salon est international parce que la grande participation de ces professionnels de l'industrie du numérique, qu'est-ce que cela sous-entend véritablement? Bon, déjà il faut commencer par remercier Smart Africa d'être avec nous dans cet événement. Ils sont quand même le sponsor officiel du SIDAN 2023.
Et ils sont venus en nombre et en force. Et ils nous apportent surtout, on va dire, beaucoup de qualité dans les débats qui ont commencé depuis hier. Donc aujourd'hui, Smart Africa, comme vous le savez, est quand même au cœur, on va dire, du développement des technologies dans tout le continent. Donc ça ne nous surprend pas qu'ils soient très intéressés par cet événement que nous positionnons comme étant le futur événement majeur, on va dire, en matière de rencontres technologiques au Mali. Un peu comme à l'instar de l'époque des années 2000, avec les premières rencontres qui ont lieu dans ce domaine. Alors, le thème central de ce salon, c'est la souveraineté numérique et technologique, et vision et stratégie. Alors, aujourd'hui, le maître mot aussi au Mali, c'est la souveraineté numérique. Alors, qu'est-ce que SIDAN va apporter comme contribution pour que la souveraineté numérique soit une réalité, M. Moulay? Déjà, pour avoir une souveraineté numérique, il faut que les entreprises du secteur s'accaparent les activités. Et qui dit souveraineté dit promouvoir aussi le secteur privé. Il faut que les entreprises montent en compétences, puissent se développer et qu'on puisse compter sur nos propres ressources pour être souverains. On l'a vu à travers certains événements lors de la Covid-19 en 2020, quand on ne pouvait plus voyager, tous les Maliens étaient obligés de compter sur les ressources qu'on avait ici. Donc on espère que ce salon, à travers les masterclass et tout ce qu'il y a, faire augmenter les compétences des entreprises et montrer réellement au grand public malien qu'au Mali, il y a des compétences et il y a des pépites à travers nos startups, à travers beaucoup d'autres entreprises et promouvoir ce secteur. Alors, ils sont là, il a dit, les startups, des incubateurs, d'autres professionnels, les acteurs du numérique, ils sont tous à Bamako à la faveur de ce salon-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à l'issue de ce salon? Et de quoi véritablement ils vont en débattre depuis hier jusqu'à la fin du salon? Donc c'est quand même un point important et une particularité de ce salon, c'est que le groupement des organisations professionnelles du numérique a réussi à fédérer l'ensemble des associations dans cette fêtière afin qu'ensemble on organise cet événement qui se veut inclusif, qui se veut vraiment l'un des premiers événements qui regroupe tout le secteur des technologies au Mali. Donc à partir de ce acquis, on espère vraiment au sortir de l'événement que nous puissions sortir les enjeux clés en matière de technologie au Mali, mais surtout que nous puissions remettre les technologies encore plus au cœur du débat, du développement de notre pays. C'est un peu ça l'objectif, on va dire, en filigrane de ce salon. Qu'on comprenne réellement quels sont nos principaux enjeux en matière de technologie et comment faire pour y arriver. Et on va en parler. Il y a des thématiques bien précises qui vont être développées dans ce sens et qui, je pense, si on s'intéresse de près à ces thématiques, apporteront beaucoup de pistes de solutions. De la transformation numérique, en fait, de façon générale, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment il faut y parvenir, et bien sûr de la cybersécurité. C'est ça les 4 thématiques principales qui vont être développées. Alors, il a dit, M. Boulay a dit que le SIDAN se veut inclusif. On a constaté qu'au Mali, il y a pas mal d'événements sur le numérique. Est-ce que ça va être la nouvelle donne désormais en tant que fédération des professionnels de l'industrie du numérique? Est-ce que désormais toutes les activités vont se concentrer autour du SIDAN à Bamako? Comme on a adage de le dire au Mali, non noté des Gatien. Donc, ça veut dire que autant d'événements qu'il y a, c'est autant de chances qu'on a de promouvoir ce secteur. Comme vous l'avez si bien dit, il y a quelques semaines, il y avait le MDA, Mali Digital Awards. On travaille avec eux, d'ailleurs, ils sont avec nous dans le SIDAN. L'objectif réel, c'est quand même de pouvoir mettre le Mali dans le concert des nations au niveau du numérique et de la technologie. Et pour moi, autant que possible, des événements qu'on peut organiser tous ensemble, se donner tous la main, c'est le Mali qui gagne au final. Alors, ce serait certainement la dernière question. SIDAN, c'est la première édition ici à Bamako. Alors, est-ce qu'à l'issue de ce premier salon-là, est-ce que ça serait une continuité ou ça va s'arrêter à partir de cette première édition? On sait quand même que ce n'est pas le souhait, mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire à partir de cette première édition? Qu'est-ce qui va sortir de cela afin qu'on puisse espérer véritablement que ça sera une continuité? Bon, il y a tellement de matières, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de priorités par rapport au secteur du numérique au Mali que nous pensons que ce n'est que la première d'une très longue série. Cette édition, en fait, inaugure, on va dire, un rassemblement annuel
qui va de plus en plus permettre à tous les professionnels du secteur de s'exprimer. Est-ce que ça va être aussi un nouveau départ dans le cadre du partenariat public-privé afin que l'écosystème numérique soit boosté réellement par le secteur privé et par l'État? Je pense que oui, parce que déjà, il faut faciliter la tâche à l'État. Il fallait que le secteur privé déjà s'organise, parle d'une seule voix et agisse d'une seule voix. Je pense que le travail était dur, mais une bonne partie a été réalisée à travers le GOPEN. Et ici est le lieu pour moi de réitérer encore l'appel à toutes les autres fêtières qui sont là de se rassembler autour du GOPEN et de faciliter la tâche à nos autorités. Parce qu'une fois qu'on est réunis tous ensemble, ça facilite un cadre et un dialogue d'échange avec l'État pour vraiment planter les jalons d'un partenariat public-privé très fécond. Très bien, merci beaucoup. C'était là les invités de votre émission Cybernétique ce soir. Il était là Ahmed Moulaye, membre de la commission d'organisation de SIDAN. Il est également le président du groupement des organisations professionnelles du numérique GOPEN, Youssouf Sagali, membre de la commission d'organisation du SIDAN. Avec ces deux personnalités, on a évoqué de long en large le contenu de ce salon international du développement accéléré du numérique. Alors je vous invite à suivre l'émission cybernétique les mois prochains, essentiellement consacrée sur le SIDAN. L'émission va être enregistrée au niveau du CICB. Voilà, nous allons évoquer les différents panels qui seront débattus avec les professionnels de l'industrie numérique. L'équipe cybernétique sera au cœur de cet événement pour vous faire vivre les temps forts du SIDAN. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie du programme de l'ORTEM. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Retrouvez cette émission sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Sans oublier de vous dire que SIDAN a son site www.sidan.ml.